Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les voitures aux vitres teintées ou fumées sont interdites de circuler au Burkina Faso pour des raisons de sécurité. Y a-t-il des solutions pour éclaircir ces vitres? Des techniciens de la CCVA nous donneront des réponses. Les efforts du Burkina Faso dans la lutte contre la poliomyélite sont en train de payer. Le pays n'a pas enregistré de cas de polio depuis 2009. Les campagnes de vaccination et de sensibilisation sont à l'origine de cette victoire. Et puis, cela fait 70 ans que la charte de l'ONU a été signée. En 70 ans, les Nations Unies ont contribué à la promotion du développement et de la paix dans le monde. La Citaraï veut se remettre sur les rails après plusieurs années de difficultés. La société vient d'acquérir de nouveaux trains pour la satisfaction de sa clientèle. Elle a présenté une de ses locomotives à ses partenaires et à la presse. C'était jeudi dernier, le point avec Sali Doussa. Citaraï veut relancer son trafic ferroviaire Burkina-Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, elle a consenti d'énormes investissements pour l'achat de nouvelles locomotives. Au nombre de 6, ces locomotives dont l'une d'elles a été visitée sont des machines modernes selon le directeur du transport. Cette nouvelle locomotive est une locomotive GM, 3300 chevaux. Elle a 1700-1800 tonnes brutes, c'est-à-dire 1250 tonnes nettes de marchandises qu'elle peut tracter en une seule fois. Elle est moderne, la cabine est climatisée. Cette rencontre entre Citaraï et ses différents partenaires avait un double objectif. Celui de leur présenter le nouvel engin, mais aussi leur assurer de la bonne foi de Citaraï à mieux répondre à leurs attentes. Ils veulent que chaque fois qu'ils demandent des wagons pour transporter les marchandises, que Citaraï puisse répondre. Ils souhaitent aussi que Citaraï puisse transporter la marchandise dans les délais requis. Eh bien, ces investissements vont justement nous permettre de répondre à toutes ces attentes-là. Ces locomotives, selon les premiers responsables de Citaraï, ont chacune coûté la somme de 1,5 milliard de francs CFA et 400 millions d'euros pour l'ensemble des infrastructures ferroviaires. Et à ces locomotives s'ajouteront bientôt 15 autres pour ainsi accroître le potentiel logistique sur la ligne Ouaga-Abidjan. Situation à l'université de Ouagadougou. Les étudiants ont remis les clés des bâtiments qu'ils détenaient par devers eux. Cela suite à l'appel lancé par le gouvernement. Notre équipe, une de nos équipes, s'est rendue au secrétariat général du ministère en charge de la question pour avoir de plus amples informations. Je vous invite à écouter le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur. La plateforme qui nous a été remise en même temps que les clés de l'administration générale est une plateforme née dans la crise. Ce n'est pas une plateforme qui a créé la crise. Nous pensons qu'une fois l'appel de Monsieur le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs satisfait, une fois cet appel satisfait, je pense que tout devient possible et que toute requête ou toute plateforme pourrait être discutée de façon sereine. Nous pensons qu'une fois l'appel satisfait, on pourrait alors examiner point par point la plateforme des étudiants.
nous souhaitons tout simplement que les étudiants puissent raison garder en considérant la situation dans laquelle les résidents se trouvent, mais en considérant la situation dans laquelle se trouvent les autres étudiants non résidents, savoir raison garder et répondre à l'appel de Monsieur le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs. De nouvelles orientations pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre du programme national du secteur rural. La quarantaine de réformes qui a été adoptée a été présentée hier aux différents acteurs intervenants dans la conduite du programme. Le point avec Moussa Ouedraogo et Amandine Lalsaga. La première phase du programme national du secteur rural PNSR, relais de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable dans le volet développement rural est à terme. Le bilan de cette phase fait ressortir des insuffisances auxquelles la phase 2 entend s'attaquer avec à l'affiche une batterie de mesures. Il y a une quarantaine de mesures, au total 45 mesures. Mais ces mesures sont regroupées au niveau de quelques points, notamment le financement, par exemple, du secteur rural. Vous savez que c'est un problème récurrent. Le secteur rural n'a pas de financement au niveau des institutions bancaires. Donc, vous avez donc le financement du secteur rural. Vous avez l'équipement. Vous avez... en fait, quand je parle d'équipement, vous voyez tout ce qui est machinisme, équipement et les intrants agricoles, et ainsi de suite. Et vous avez, par ailleurs, les aménagements. En fait, les aménagements des bas-fonds, les aménagements pastoraux, tout ça fait partie des aménagements. Vous avez tous les textes réglementaires qu'il faut mettre en œuvre pour accompagner tout ce processus. La mise en œuvre de ces mesures nécessite une synergie d'action des différentes parties prenantes. Il s'agira donc pour ces participants intervenant dans le secteur rural de s'accorder sur une feuille de route qui servira de référentiel pour une application efficace des mesures de réforme dans ce secteur. S'inspirer de l'expérience des grands pays producteurs de riz pour créer une agriculture moderne du riz au Burkina Faso, c'est l'ambition d'un projet en cours de réalisation dans notre pays. Le projet a été présenté hier lors d'une cérémonie officielle de lancement. Le point avec Mokhtar Ouedraogo et Zalissa Sanfo. Produire du riz en quantité et en qualité. C'est le défi que se lance le projet de renforcement des capacités et partage des expériences pour le développement durable de la chaîne de valeur du riz en Afrique. Il s'agit pour les acteurs de s'inspirer des pratiques réussies de tous les pays pour mettre en place un système fiable d'une agriculture moderne du riz au Burkina Faso. Ce projet constitue véritablement un plus dans la mesure où il va s'attaquer aux différentes chaînes de valeur pour justement ajouter une certaine valeur ajoutée justement à cette production et faire donc produire des richesses pour tous ceux qui sont sur cette chaîne. Lancé ici aujourd'hui, le projet va durer 3 ans. Et si les initiateurs ont fait le choix du riz, c'est parce qu'il fait désormais partie des habitudes alimentaires des Burkinabés. On estime en moyenne 50 kg de riz consommés par habitant dans les 2 plus grandes villes du Burkina Faso. Il constitue aussi la principale céréale importée pour la consommation. Depuis le 14 octobre 2015, les propriétaires de véhicules aux vitres fumées ou teintées se font du souci. Une mesure gouvernementale interdit la circulation de ce type de véhicules pour des raisons de sécurité. Quels sont les différents types de vitres qui sont concernés? Quelles sont les solutions qui s'offrent aux propriétaires de ces véhicules? Des éléments de réponse avec Ibrahim Sombier et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Purement et simplement interdit pour des raisons de sécurité. Ce sont les termes de la nouvelle mesure qui trouble depuis bientôt une dizaine de jours le sommeil de beaucoup d'automobilistes burkinabés dont les véhicules ont les vitres teintées. Près de la moitié des véhicules récents seraient concernés. Des vitres plus ou moins sombres, teintées volontairement par leurs propriétaires ou depuis l'usine. On a plusieurs types de vitres teintées. On a par exemple les vitres teintées en gris ou en vert. Il y a les vitres
à couche réfléchissante, c'est-à-dire qu'elles sont constituées de revêtements à base de métal ou d'oxyde métallique. Il y a enfin les vitres donc, avec des films apposés donc, sur ces vitres-là. Donc c'est ces trois types de teintes qui existent. Alors la question qui se pose, en attendant la stricte application de cette mesure de sécurité, quelles sont les solutions qui s'offrent aux propriétaires de ces véhicules aux vitres teintées? Quand on prend les vitres teintées dans la masse, c'est-à-dire teintées d'origine, en vert ou en gris, ou les vitres à film à couche réfléchissante, il est difficile de réparer ces vitres, donc revenir à la normale. Cela veut dire qu'il faut changer nécessairement ces vitres. On ne peut pas les gratter non plus, donc on ne peut que remplacer ces vitres. Par contre, les vitres teintées, c'est-à-dire à base de film apposé donc sur la vitre, là on peut simplement enlever le film et en ce moment on peut se mettre en règle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules aux vitres teintées faisaient déjà l'objet d'une réglementation et d'un contrôle à la visite technique, même si la règle était beaucoup moins radicale. Dans le cadre donc des critères d'appréciation des véhicules au niveau du contrôle technique, nous contrôlions donc les vitres teintées depuis donc la création du CCVA. Nous appliquons essentiellement le décret 73, notamment en son article 81, qui porte donc sur les aspects visibilité. Et il faudrait que le conducteur puisse voir à l'avant, à l'arrière, à droite et à gauche de façon distincte. Si d'aventure la nouvelle réglementation devait s'appliquer dans ces termes actuels, ce sera désormais zéro tolérance aux véhicules dont les vitres sont sombres. Leurs propriétaires seraient déjà bien inspirés de penser aux solutions. Le Burkina Faso est en train de gagner le combat contre la poliomyélite. Depuis 2009, aucun cas de polio n'a été signalé dans le pays. Une satisfaction pour les autorités sanitaires qui appellent tout de même à la vigilance. Adama Guiti et Janine Kambiré. Dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite, cette maladie invalidante, beaucoup d'actions ont été menées au Burkina par le ministère de la Santé. Parmi elles, les campagnes de vaccination, communément appelées JNV, les journées nationales de vaccination. La première stratégie, c'est la vaccination de routine. La vaccination qui se passe dans tous les centres de santé, dans toutes les formations sanitaires quotidiennement et qui consiste en plus de tous les vaccins qui sont administrés aux enfants de 0 à 9 mois et aux femmes enceintes. En plus de ces antigènes, il y a le vaccin contre la poliomyélite qui est administré. La deuxième stratégie, c'est en fait la surveillance. La surveillance épidémiologique qui consiste à mettre en place vraiment un système de veille sanitaire au niveau de tout le pays. La troisième stratégie, c'est les campagnes. Comme on le dit, il y a les campagnes que nous dénommons Journée nationale de vaccination contre la poliomyélite, qui sont organisées régulièrement. La quatrième stratégie, c'est la stratégie vraiment qui porte sur la communication et la mobilisation sociale. Et depuis le 25 octobre 2009, le Burkina n'a enregistré aucun cas de poliomyélite à poliovirus sauvage. C'est dire que la mobilisation à travers tout le pays a porté fruit. Et aujourd'hui, nous assistons à une interruption de la circulation de ce virus qui a même fait l'objet vraiment de la certification par l'OMS. Aujourd'hui, le Burkina est considéré comme un pays libre de toute circulation de poliovirus sauvage autochtone. Ce qui veut dire que s'il y a un cas qui survient, ce sera probablement un cas importé. Il faut que nous continuions cela pour que dans la région ouest africaine, dans la région Afrique, les autres pays qui ne sont pas encore libres de toute circulation de poliovirus soient également déclarés libres comme nous. Et c'est à partir de ce moment que l'éradication totale de la poliomyélite sera déclarée, parce que tous les pays de la région Afrique
sont libres de toute circulation de poliovirus sauvage. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un pays qu'on déclare avoir éradiqué la poliomyélite. Les résultats sont encourageants certes, mais il convient de renforcer la vigilance. Le directeur de la lutte contre la polio invite toute la population à rester mobilisée. Il s'agit d'éradiquer totalement et durablement la polio au Burkina Faso. La 13e journée africaine de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle a été célébrée aujourd'hui. Cette journée est une occasion pour les tradipraticiens de réfléchir sur les conditions d'exercice de leur activité. Les échanges ont aussi porté sur la collaboration avec la médecine moderne. Des distinctions honorifiques ont été attribuées à 5 détenteurs de savoirs locaux. Adama Guiti, Janine Kambiri. À la maison du peuple ce matin, les tradipraticiens de santé, en plus de leur savoir-faire en matière de santé, démontrent leur pouvoir mystique. Nous sommes à la 13e édition de la Journée africaine de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Le thème « Réglementation des tradipraticiens de santé dans la région africaine » retient l'attention de tous, surtout celle du ministère de la Santé et de ses partenaires techniques et financiers que sont l'OMS et l'UNICEF. Nous sommes en train de travailler pour renforcer la réglementation en la matière. Et quand vous regardez tous les acquis que nous avons engrangés ces derniers temps, grâce à l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers dans le domaine, il y a des raisons d'espérer. Et je pense que cette opportunité aussi, l'opportunité de cette année nous a permis de poser la première pierre de centre de soins traditionnels et de s'intégrer. Et je crois que cela va permettre véritablement à la médecine traditionnelle, à la pharmacopée traditionnelle, d'être un véritable moteur en termes d'offres de soins dans notre système de santé. Le manque de matériel, le renforcement des compétences, l'homologation des médicaments, la protection et la conservation des ressources en médecine et pharmacopée traditionnelle sont autant de préoccupations soulevées par les tradipraticiens de santé. Nous avons demandé à ce que l'UNICEF puisse mettre en place un fonds d'appui pour que nous puissions donc prendre en compte le problème, c'est-à-dire produire la matière première en quantité, c'est-à-dire planter des arbres pour avoir puisque la majorité des tradipraticiens du Burkina Faso sont phytothérapeutes. Donc on travaille avec les plantes pour qu'on puisse créer des jardins botaniques et des plantations et avoir du matériel nécessaire. Le ministère de la Santé a décerné des distinctions honorifiques à 5 récipiendaires et des attestations à des personnes qui se sont illustrées par leur engagement dans la promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Parmi eux figure le parrain de la cérémonie, le Moro Naba Bango, ici représenté. 20 médecins issus des 13 régions du Burkina Faso ont achevé hier à Bobo Dioulasso une formation avancée en paludologie. Les connaissances acquises devraient permettre à ces spécialistes de mieux traiter le paludisme qui demeure la première cause de consultation et de décès au Burkina Faso. Karim Ilboudo, Christine Koulibaly. Ce sont là les premiers paludologues made in Burkina. Issus de toutes les régions du pays et au nombre de 20, ils ont 6 semaines durant vu leur capacité technique et managériale renforcée pour mieux combattre le paludisme, premier motif de consultation, première cause d'hospitalisation et de décès au Burkina Faso. Nous avons donc appris comment se comportent les moustiques, et comment les parasites dans l'organisme font pour que la maladie apparaisse. Nous avons appris comment planifier des interventions efficaces pour pouvoir donc vaincre le paludisme. Et c'est le souhait du département en charge de la santé, convaincu que le succès de toutes les stratégies de lutte contre le paludisme dépend de la qualité des ressources humaines. Pour gagner la bataille contre le paludisme, les ressources humaines occupent une place de choix. Il est important dans ce cadre-là que nous puissions procéder à un renforcement des capacités des ressources humaines, du personnel de santé, afin de les outiller pour
plus d'efficacité dans la lutte contre cette maladie. Même conviction de l'USAID, bras financier de ce premier cours avancé de paludologie à travers Djipaigo et l'OMS. Les décès au Burkina a diminué de 2010 à 2014. Je suis très content pour continuer notre assistance dans ces volets. De ce fait, les deux partenaires, l'État burkinabé et celui américain, envisagent la pérennisation de ce cours avancé de paludologie. C'est du reste l'une des doléances des lauréats qui pour l'heure sont invités à démultiplier les connaissances et compétences acquises dans leurs postes de service respectifs. La lutte contre la consommation et la circulation des produits prohibés et de la drogue s'intensifie. Le gouvernorat du centre et le comité régional de lutte contre la drogue ont incinéré ce matin plusieurs tonnes de produits nocifs et de stupéfiants. L'opération entre dans le cadre de la sensibilisation des populations sur les méfaits de ces produits prohibés. Le point avec Roger Kam et Estelle Judith Sokba. Ces drogues et produits prohibés ont été saisis par les services de répression de la région du Centre. Ils ont été mis hors d'état de nuit à la santé de nos populations ce matin. Ce sont 30 tonnes de drogue, principalement de cannabis et de médicaments de la rue. Ces produits ont été appréhendés avec des malfrats en provenance d'un pays voisin et en partance pour d'autres pays. Avant, celui qui prend le produit le prend jusqu'à la destination. Maintenant, ils se sont rendus compte que nous aussi, on arrivait à les suivre. Maintenant, ce qu'ils font maintenant pour pouvoir nous feinter, il y a plusieurs destinations, donc plusieurs transporteurs, et aucun transporteur ne sait en réalité la destination finale du produit. Ils prennent, on te dit, bon voilà, toi tu peux déposer à tel point bien précis, tu ne sais pas ce qui va se passer, il y a quelqu'un d'autre qui vient prendre. Ça fait qu'actuellement, c'est un peu difficile de pouvoir les appréhender. Et nous, les services de répression, nous ne pouvons compter que sur la population. Cette opération entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drogue. Une journée célébrée au plan national le 26 juin dernier à Koupela, où il avait été demandé aux gouverneurs des régions de procéder à la collecte et à l'incinération des produits saisis. Je voudrais, comme je le disais, remercier les forces de répression que sont la douane, la gendarmerie, la police, les eaux et forêts pour avoir saisi cette quantité de drogue assez importante. Nous comptons beaucoup sur la presse pour véhiculer l'information, pour sensibiliser nos populations. L'incinération de ces produits prohibés et drogues a permis de soustraire une telle quantité disponible qui pourrait nuire à la santé des milliers de personnes. Les membres de la commission d'aménagement de la forêt classée de Bala dans les hauts-bassins ont écumé le plan d'aménagement de cette réserve. La relecture a permis d'ajouter au texte le volet gestion intégrée. Le compte rendu avec Hassan Gourabou et Ahadi Sandamba. Forêt classée de la mare aux hippopotames de Bala dans la province du Houé. À vocation synergétique, c'est en 1987 que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, lui confère le statut de réserve mondiale de biosphère, avec à la clé des fonctions de conservation, de développement, de recherche et de surveillance. Ça veut dire que, avec cette dénomination, la forêt doit jouer une autre fonction. La première fonction, c'est la conservation. La deuxième, il faut impliquer forcément toutes les populations autour de cette forêt-là pour qu'elles puissent bénéficier des retombées. Et la troisième fonction, c'est la formation, c'est la recherche. Et la quatrième fonction, si je peux parler de quatrième fonction, c'est l'éducation de l'ensemble des populations autour de cette forêt-là. À cet effet donc, un plan d'aménagement de la réserve s'impose. Un plan qui au fil du temps s'est révélé caduc, d'où la nécessité de relecture pour une adaptation aux préoccupations du moment. Il faut que les populations soient impliquées, comme on le dit, à fond. Peut-être que cette implication dès le départ n'était pas très chose, mais compte tenu du contexte actuel, il faut que cette implication-là soit vraiment, j'allais dire, profonde. Mettre en place une clé de répartition. Voilà. L'État aura sa part, les communautés autour auront leur part, et bon, voilà, chacun aura sa part. Des préoccupations qui sont liées à la dynamique écologique et sociologique de sa zone d'influence. Et cet avant-projet
une fois validés, doivent faire l'objet d'application sur le terrain, au grand bonheur de tous. Les artistes burkinabés sont à la recherche de stratégies de financement de leur activité. Les réflexions se mènent à la faveur de la 3e édition des journées de promotion des industries culturelles et créativité. Roger Kam, Nathalie Sabadougou. Les acteurs de la culture burkinabé manquent de moyens financiers pour mener à bien leurs activités. Réunis à Ouagadougou dans le cadre de la 3e édition des journées de promotion des industries culturelles et créatives, ils vont ensemble échanger et réfléchir sur les modalités et sources de financement de leurs activités culturelles. L'édition 2015 pour nous doit répondre à un certain nombre de questions, qui est l'accessibilité au crédit bancaire, mais et surtout le financement de nos activités culturelles. La place, nous l'avons eu, la priorité, nous l'avons, mais il nous faut un ensemble d'instruments financiers pour nous permettre réellement d'exécuter les projets culturels. Sinon, il n'y a pas d'économie de la culture si l'accompagnement n'y sied pas. L'industrie culturelle est inscrite en bonne place dans la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Le Burkina Faso ambitionne donc la structuration et le développement de l'économie de la culture en vue de garantir la rentabilité et le niveau de recettes en devises sur la période 2011-2015. Pensons qu'aujourd'hui, avec la création du Fonds de développement culturel et touristique, la plupart de ces difficultés seront résolues. C'est ce qui est une obligation parce qu'il faut que nous continuions dans ce sens. Il s'agira au cours de cette rencontre de renforcer les connaissances des acteurs sur les crédits bancaires et les techniques d'accès au sponsoring, mais aussi et surtout de leur présenter les techniques d'accès aux fonds internationaux de financement de la culture. Les volontaires français au Burkina Faso ont commémoré ce 23 octobre leur 5e journée. La lutte contre les changements climatiques était au centre des réflexions pour cette année. Le point avec Roger Kam et Yolande Lompo. Ces volontaires français tiennent là une occasion de présenter un peu ce qu'ils font en lien avec le réchauffement climatique. Entre débats, projections de films, exposition et animation sur le recyclage des objets usagés, la 5e édition de leur journée place la femme volontaire engagée au cœur de l'action. Et ils sont dans tous les domaines d'activité et ce sont des jeunes français qui viennent donner leur temps et leur énergie au service d'un pays qu'ils aiment. Les 24 pays qui organisent la journée du volontariat français en 2015 débattront de la même thématique. Ce que nous comptons proposer comme solution, c'est mener des activités de séquestration de gaz à effet de serre. En tant que pays sous-développé, notre contribution va essentiellement porter sur ça. Elle va également porter sur le renforcement des capacités des populations à faire face aux effets néfastes donc liés à ces changements climatiques. En 2014, dans les 13 régions du Burkina Faso, ces volontaires étaient au nombre de 1024. Pour leur sécurité, l'ambassadeur de France au Burkina Faso les a invités à se faire enregistrer au consulat et à éviter la zone rouge. Ils ne doivent d'ailleurs, d'après moi, ne le faire qu'en étant accompagnés. La France a choisi de mettre en zone rouge une bande frontalière qui va de la Côte d'Ivoire jusqu'au Niger. La 10e édition de l'émission de télé-réalité de la RTB Faso Academy a été remportée hier par Stéphane Kofi. Le prix du public est revenu à Laetitia Yelkouni. Les lauréats ont reçu ce matin leur prix dans la cour de la RTB, des prix en nature et en espèces allant de 200 000 francs à 3 millions de francs CFA. Aruna Mare. Stéphane Rubin Kofi, lauréat de Faso Academy 2015. Avec une moyenne de 17,32 sur 20, le candidat de manga s'impose face aux 4 autres finalistes de l'émission. Un parcours récompensé ici à travers la remise de ces 3 millions de francs CFA par la directrice générale de la RTB.
Outre le trophée, l'Ivoirien repart avec cette moto, ce bon d'enregistrement d'un album complet offert par les studios Sidonie, plus une attestation. Hier, c'était juste une formalité qu'il fallait remplir et Dieu merci que les pronostics des candidats se sont révélés. Mon rêve, c'est d'embrasser une carrière musicale parce que j'avais déjà ce projet depuis, ne sachant pas que Faso Academy existait. Dieu a préparé le territoire pour que je puisse m'investir. Il y a eu pas tant de producteurs qui m'ont fait la proposition, mais je ne sentais pas la chose. Je crois que le moment est venu pour moi de pouvoir réaliser ce rêve-là. Laetitia Yenkouni, arrivée deuxième, se console avec le prix du public. Elle reçoit 1 million de francs CFA, une moto plus une tablette. Les autres finalistes reçoivent également des sommes d'argent allant de 200 000 à 500 000 francs CFA. Tous les lauréats bénéficient d'un bon de formation d'1 mois en musique. Ce que je peux dire sur Faso Academy, c'est que c'est une émission quand même qui a réussi à s'imposer comme une émission phare au niveau de la jeunesse. Une émission qui est la plus écoutée, la plus suivie au niveau de tout le Burkina Faso et qui nous permet de dénicher de nouveaux talents pour promouvoir la culture burkinabé. Grâce à la RTB et avec l'appui des différents partenaires, ce sont désormais d'autres étoiles qui pourraient bientôt s'allumer dans la galaxie musicale. L'Organisation des Nations Unies, ONU, célèbre aujourd'hui, 24 octobre 2015, ses 70 ans d'existence, 70 ans de diplomatie et de paix. La Charte des Nations Unies a été signée en 1945. L'ONU, ou 70 ans de diplomatie et d'efforts de maintien de la paix. La Charte des Nations Unies a été signée dans sa version finale en octobre 1945, mais depuis l'après-guerre, plusieurs crises majeures ont mis à rude épreuve l'efficacité de l'organisation. Certaines actions ont été couronnées de succès, d'autres, plus souvent, ont montré la difficulté de faire travailler ensemble les grandes puissances. Notre entreprise n'est peut-être pas parfaite, mais sans les Nations Unies, je peux vous dire que notre monde serait bien plus sombre. Et à présent, avec l'adoption des objectifs de développement durable pour 2030, les Nations Unies ont montré le chemin du progrès pour toute l'humanité. The United Nations has pointed the way toward progress for all humankind. Pour marquer cet anniversaire de 70 ans, le siège de l'ONU à New York s'est illuminé en bleu ce vendredi soir. La couleur drapeau des Nations Unies et celle aussi des casques portés par les soldats de la paix. D'autres bâtiments partout dans le monde se sont mis au diapason, comme l'Opéra de Sydney ou la Muraille de Chine. Jetons à présent un œil sur les sujets qui ont intéressé les hebdomadaires de la semaine. La revue des hebdos, c'est avec Evelyne Dabiri. La présidentielle de novembre 2015 est un des sujets analysés par les hebdomadaires. La CENI va-t-elle tenir son pari? Interroge Gigi. Un pari fait par Maître Barthélemy Kéré de publier les résultats provisoires 72 heures après le scrutin. Chose possible, estime ce journal, à condition que l'organisation soit rigoureuse, de telle manière qu'il n'y ait pas de fausses notes, poursuit Gigi. À cet effet, Maître Barthélemy Kéré a indiqué dans les colonnes de l'actualité que le déploiement du matériel sur toute l'étendue du territoire est enclenché. Puis ce journal annonce le don d'un important lot de matériel à la CENI par l'Union européenne afin de soutenir les élections. Actualité hors du Burkina, le journal du jeudi dans son édito interroge Congo-Côte d'Ivoire, un 25 octobre de tous les dangers et pour cause, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour choisir leur prochain président. Les électeurs congolais de Brazzaville sont, eux, convoqués le même jour pour accepter ou rejeter une nouvelle constitution qui fait polémique.
Des polémiques qui ont engendré des manifestations monstres sous la houlette de l'opposition pour dénoncer ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel, explique ce journal qui poursuit. Si on s'inquiète pour le Congo, dont on se rappelle le passé guerrier, on ne reste pas non plus serein quant à la Côte d'Ivoire où l'élection présidentielle de cette année connaît des soubresauts verbaux. Et Gigi de s'interroger, quel visage présentera la Côte d'Ivoire au soir et au lendemain de cette élection? À la fin de ce journal, vous pourrez suivre en intégralité les discours prononcés par le président du Conseil national de la transition CNT, Chérif Sy, à la 133e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève, en Suisse. On se quitte sur cette information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.